Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'affaire Richard Roman, du nom de cet homme injustement accusé du meurtre de la petite Céline Jourdan dans un village des Alpes de Haute-Provence en 1988. C'est l'histoire d'une colère populaire de tout un village qui se ligue contre un habitant venu de Paris et dont ils n'ont jamais accepté la présence. Un sentiment qui s'exprimera à plusieurs reprises par des cris, des coups et des pulsions de vengeance. C'est l'histoire d'un combat pour la vérité, le combat d'un homme accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Son nom est jeté en pâture par les journalistes, les gendarmes, les juges. Parce qu'il n'y vit pas comme les gens du village qui l'ont surnommé l'Indien, personne ne veut croire à l'innocence de Richard Roman. Comme le chantait Georges Brassens dans La mauvaise réputation, non, les braves gens n'aiment pas qu'on suive une autre route qu'eux. C'est aussi l'histoire d'une justice qui déraille, qui ne protège pas la présomption d'innocence. Richard Roman, présumé coupable. Pour en parler avec nous, nous recevrons Lionel Duroy, écrivain, ancien journaliste. Il était le premier à publier nos contre-enquêtes sur la mort de Céline Jourdan dans l'hebdomadaire L'événement du jeudi. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Chambulot avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, attaché de production Léa Dupouy-Hennequin, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Coyen Guyenne et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui Serge Viguier, Maxime Ingrand. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mardi 26 juillet 1988, à la Motte du Caire, village des Alpes de Haute-Provence, ballotté par le Mistral et baigné de parfums de lavande, c'est la fin de la journée, il est environ 20 heures. Au café de la Poste, sur la terrasse, on profite de la fraîcheur du début de soirée. Les enfants rejoignent leur maison ou le camping du coin pour le dîner. Au fond du bar, il y a encore des joueurs autour du flipper. Comme tous les soirs, Céline est dans les parages. Elle va du comptoir jusqu'à la terrasse et joue aux alentours de la place. C'est la fille du nouveau cafetier. Elle vit avec sa mère à Saint-Zacharie, près d'Aix-en-Provence, à 163 km précisément. Là, elle est en vacances, chez son père. Tout le monde la connaît ici. Elle a 7 ans, yeux rieurs et look de garçon manqué. Cela fait un peu plus de 15 jours qu'elle est arrivée ici avec son frère et au village, tout le monde l'a adoptée. À 5 km du café, au sommet d'une colline, se dresse une petite bergerie, une ruine où habite Richard Roman, un Parisien qui s'est échoué là il y a 2 ans. Ce berger au look atypique ne laisse personne indifférent. Éduqué, instruit, diplômé, il vit pieds nus dans un tipi avec ses chèvres. Il roule dans de vieilles voitures, souvent sans papier, ce qui lui vaut d'être connu par les gendarmes du coin. Ce 26 juillet 1988, sa mère et sa tante sont là. Elles veulent profiter de la région en cette période estivale. Comme tous les soirs, Richard Roman rentre les bêtes. Et ce soir-là, il accompagne ses 2 invités au village. Il n'a plus de cigarettes et souhaite passer au café pour en acheter. Sa mère lui laisse sa R5. Richard suit la voiture de ses convives, puis les abandonne pour aller au café. Lorsqu'il arrive, il rencontre un ami, lui offre un verre, reste avec lui quelques minutes, puis achète ses cigarettes et repart. Il prend la direction des Plaines, où il vit. Peu après son départ, une inquiétude inhabituelle se lit sur le visage de Gilbert Jourdan, le patron du bar, et sur celui de sa nouvelle compagne. Il se trouve que Céline, la petite fille, n'est toujours pas rentrée, personne ne sait où elle est. Gilbert Jourdan appelle alors le maire, puis alerte la gendarmerie. À 22h30, une sirène résonne. La peur s'invite dans cette nuit qui commence. À la Motte du Caire, lorsque la sirène se déclenche, c'est tout le village qui descend sur la place. Que se passe-t-il ? Un enfant a disparu. C'est la fille du cafetier, tu sais, la petite Céline. Le chef de la brigade de gendarmerie, Jean-Jacques Ramette, lance immédiatement les recherches. Chaque maison, chaque garage, chaque grange est fouillée minutieusement. On interroge les habitants, les vacanciers, les enfants, toujours prompts à traîner dans les ruelles. Dans les conversations, 2 noms reviennent, sans cesse. Didier Gentil, un saisonnier qui était aperçu avec l'enfant main dans la main peu après 20h et qui est là lors du rassemblement, participant d'ailleurs énergiquement aux recherches. Et puis Richard Roman, qui lui n'est pas descendu. A-t-il entendu la sirène du haut de sa colline ? Où est-il ? La nuit se fait plus épaisse. De la plaine, on voit les halos de lumière qui entourent le village et ses alentours.
Vers 1h30, les bénévoles et les pompiers arrêtent les recherches. Seuls les gendarmes poursuivent. Le maître chien de la brigade de Gap piste une odeur qui l'amène vers la passerelle qui passe au-dessus du torrent Grand Vallon, celui qui traverse le village. On ne trouve rien. Le lendemain, en première lueur du jour, les recherches reprennent. La mère de Céline est prévenue à son tour de la disparition de sa fille. Elle arrive en fin de matinée. Vers 14h, Robert Lagarde, né à la Motte 63 ans plus tôt, décide de remonter la rivière à partir de la passerelle. Avec sa canne, il sonde les épais buissons, soulève les branchages. Sous l'un d'eux, il découvre 2 petits pieds. Il est 14h40, l'enfant est là, dévêtue à mi-corps, elle ne bouge plus. Elle a la joue droite contre terre, elle n'a plus ni chaussures, ni sous-vêtements. Elle est morte, la tête écrasée par une pierre. Le colonel Morteau confirme l'information aux journalistes. C'est à 14h40 que sur le bord de la rivière, à 1 kilomètre environ en contrebas du village, a été découvert le corps de cet enfant. Cet enfant était décédé et était dénudé. Et ce que je peux ajouter, c'est simplement que nous avons en garde à vue 2 personnes. Ce sont des personnes qui travaillaient dans cette région depuis quelque temps. Ces 2 hommes s'appellent Didier Gentil et Richard Roman. Le premier est à la gendarmerie depuis 12h30. Dès la découverte du corps, l'interrogatoire devient plus précis. Pourquoi était-il avec Céline main dans la main quelques minutes avant sa disparition ? Ses déclarations sont de plus en plus confuses, contradictoires. Puis on lui demande de baisser son pantalon. Gentil s'exécute. Sur ses sous-vêtements, il y a des taches de sang. Alors il invente une excuse, puis avoue le viol de la petite Céline, mais réfute l'avoir tuée. L'auteur du crime, dit-il, c'est Richard Roman, chez qui il vit actuellement et qui est également à la gendarmerie, dans une pièce à côté, convoqué par le chef de la brigade, Jean-Jacques Ramette. Pourquoi l'a-t-on fait venir ? Roman ne comprend pas. Une longue garde à vue de 2 jours commence. Après les aveux et les déclarations de Gentil, les gendarmes ne lâchent pas Roman, qui nie pourtant toute implication dans ce drame. Et puis, au bout d'une nuit d'interrogatoire, il avoue, lui aussi. Le 29 juillet, le procureur Paul Weisbusch l'annonce devant la presse. L'enquête est close. L'enquête sur les circonstances de la disparition de la mort de Céline Jourdan vient d'aboutir. Elle a établi que l'enfant, après avoir été enlevé, a subi des violences sexuelles accompagnées d'actes de barbarie. Les 2 témoins sur qui s'étaient portés les soupçons, Roman Richard, 27 ans, agriculteur, et Gentil Didier, ouvrier agricole, à la suite de l'information ouverte de ce jour, sont inculpés de séquestration, viol aggravé et accompagné de torture ou d'actes de barbarie, assassinat. Mandat de dépôt est requis à leur encontre. Après cette déclaration, les 2 inculpés sortent de la gendarmerie de Digne. Les journalistes mettent enfin un visage sur ces 2 noms, ceux qu'on appelle le tatoué, pour Didier Gentil, et l'Indien, pour Richard Roman. Le premier est un enfant de la DAS, abandonné, un peu limité. Le second est un enfant de bourgeois, diplômé et un peu bohème. Ce que la presse ne sait pas encore, c'est que devant le procureur, Richard Roman est revenu sur ses aveux et réfute l'accusation de Didier Gentil. Alors, Gentil est-il le seul coupable ? Le 4 août 1988, lentement, une foule accompagne le corbillard orné de fleurs de la petite Céline. À Saint-Zacharie, Gilbert Jourdan et son ex-femme, Joëlle Morel, enterrent leur enfant assassiné 1 semaine plus tôt. Les 2 parents sont comme tétanisés, ensevelis par le chagrin. Mais leurs larmes laissent vite la place à la souffrance et à la soif de vengeance. Ils souhaitent désormais que justice soit faite au plus vite contre ces 2 assassins. Le 9 août, ils organisent devant les portes de la prison des Baumettes à Marseille une manifestation en la mémoire de Céline. Son oncle prend la parole, puis c'est Gilbert, le père, qui menace les 2 hommes qui ont été désignés coupables par les gendarmes. Ceux qui ont des enfants, ceux qui ont un garçon, une fille, ceux qui sont pères et mères, qui doivent penser aujourd'hui que nous, il y a 15 jours en arrière, on n'aurait jamais pensé que ça puisse nous arriver. Et ça nous est arrivé à nous aussi. Et maintenant, je m'adresse à Richard et à Didier Gentil. Je te garantis, sur la tête de ma fille, que même dans 30 ans, je te crèverai le ventre. Regarde-moi bien, Gentil. Regarde-moi bien, Richard. Je te crèverai le ventre.
côté de la famille, les gens du village et des inconnus ont fait le déplacement. Ils signent chacun leur tour le registre où l'on réclame la peine maximale, la mort pour les assassins d'enfants. L'infanticide, le crime qui déclenche le plus d'indignation car c'est l'innocence qu'on assassine. Il bouleverse chaque parent et brise la vie de familles entières. Quand un enfant est assassiné, c'est toute une partie de la France qui ressort le chiffon noir de la peine de mort, abolie en 1981. Et c'est encore le cas pendant l'été 1988. Jacques Médecin, le député-maire de Nice, en profite pour organiser le 15 septembre dans sa ville une grande manifestation réclamant le rétablissement de la peine capitale. 1 mois après la mort de Céline Jourdan, cette manifestation fédère, les rues sont pleines. À 200 km de là, la Motte du Caire, on attend que justice soit faite pour Céline. L'instruction est, disons, chaotique. Le dossier passe de main en main entre procureurs pour cause de maternité, maladie, nomination, départ. 1 an après la mort de Céline, c'est le juge d'instruction Marc Magnon qui est aux commandes. Il décide d'organiser une reconstitution le 16 juin 1989. Quand il arrive, il découvre sur la route des inscriptions en lettres rouges qui recouvrent les panneaux indiquant la Motte du Caire. On peut y lire « Mort à Juramy, l'avocat de Didier Gentil » ou « Mort à Leclerc, celui du Richard Roman ». Le visage de la petite Céline est affiché aux fenêtres des maisons. Il est partout, il est accompagné de gendarmes, comme le veut la procédure, du substitut du procureur et de la greffière. Les avocats de la défense reçoivent des premières insultes. Les regards ne trompent pas. Tout le monde attend l'arrivée des 2 assassins pour la justice présumée, pour le peuple désigné. À 14h20, la reconstitution commence. Les 2 inculpés sont absents. La rumeur qui court dit qu'un hélicoptère a atterri un peu plus tôt en dehors du village. Avec eux, vont-ils venir? Pour l'instant, c'est un gendarme qui joue le rôle de Gentil. Après plusieurs étapes, le cortège s'engouffre enfin dans le café de la Poste où Gentil était avec Céline avant de quitter les lieux avec elle, main dans la main. Une foule épaisse de villageois et de journalistes entoure l'entrée du café. Seuls quelques gendarmes les retiennent. Puis, des cris surgissent de l'intérieur du café. De loin, on en croit entendre des coups. Des objets volent. La colère s'empare immédiatement de la foule. Elle surgit comme un seul homme et surprend tout le monde. Les journalistes comme les professionnels de la justice. Les avocats des 2 inculpés sont insultés. Ils sont pourchassés. La colère s'estompe un temps. Les micros s'étendent, le juge d'instruction annonce la fin de la reconstitution. Il était tout à fait impensable que je prenne le risque d'amener jusqu'ici les 2 inculpés. Je ne suis pas un aquignon qui amène 2 bêtes à l'abattoir. Je suis un juge d'instruction. Je ne suis même pas un justicier. Je suis chargé d'instruire une information judiciaire, c'est-à-dire de préparer un dossier qui sera examiné par une cour d'assises. Par une cour d'assises, c'est-à-dire également par le peuple. Par le peuple, parce que je vous rappelle que la cour d'assises est composée de citoyens comme vous et moi. Puis le grand-père s'exprime lui aussi. Je reproche qu'on m'a dit de dire ce qu'il était passé. À quelle heure Gentil était avec ma petite fille? Je lui ai dit l'heure à peu près. Et puis on me présente un mannequin et un gendarme qui jouait avec les flippers et le mannequin suit les jambes. Ce n'est pas du tout ça que j'ai vu. Alors j'ai refusé de continuer de parler et je suis parti et la bagarre a commencé. Puis c'est le père de Céline, Gilbert Jourdan, qui s'emporte. Devant les caméras, il se jette sur l'un des avocats. Il est appréhendé, il est molesté. On emmène les avocats à la gendarmerie, devenue le seul lieu sécurisé du village. Le désespoir de ce père fait le tour des journaux télévisés, comme l'image de maître Henri Leclerc, torse nu, entouré de 2 gendarmes, courant dans une rue adjacente du café. Maître Juramy, l'avocat de Didier Gentil, reçoit un coup en plein visage. Ce qu'on a vu ce jour-là, c'est la colère, c'est l'incompréhension d'une famille, mais c'est aussi la violation du droit de mener une instruction et une attaque contre le principe de défense dont doit bénéficier chaque citoyen. C'est le conflit classique entre la raison et la passion. Quelques jours plus tard, Henri Leclerc, l'avocat de Richard Roman, revient sur l'événement et sur l'innocence de son client sur le plateau de France 3. D'abord, ce n'est pas quand je suis arrivé dans le dossier que Richard Roman a nié les faits. Il a avoué à la police, mais il a nié les faits en première comparution, bien avant, sans avocat, dès qu'il a vu un juge. Et il a expliqué les conditions dans lesquelles il avait avoué. Et il a dit qu'il était innocent avant d'avoir un avocat. Premier point. Deuxième point, comment peut-on dire qu'un homme est coupable alors que la justice ne peut pas le dire? Si nous permettons aux gens de dire que les gens sont coupables sans s'entourer des précautions de la justice, c'est que nous revenons à la barbarie
C'est la loi du lynche, et ça, c'est absolument pas possible. Et troisièmement, la présence d'un avocat est nécessaire. Elle est nécessaire pour ceux qui ont commis des crimes, ou pour ceux surtout qui sont accusés de les avoir commis. Elle est nécessaire parce qu'il n'y a que comme cela qu'on évite le pire des crimes qui est l'erreur judiciaire, et parce qu'il n'y a que comme cela que l'on peut rendre une justice juste, c'est-à-dire une justice sereine et loin des passions. L'innocence de Richard Roman, on en parle aussi dans les journaux. Le premier article à ouvrir la brèche est signé Lionel Duroy pour l'hebdomadaire L'événement du jeudi. Pour la première fois, une contre-enquête soutient la thèse de l'innocence de Richard Roman. Alors, qui a tué Céline Jourdan ? Le 6 juillet 1989, quand sort L'événement du jeudi, c'est l'incompréhension dans le village. Quelques semaines auparavant, Lionel Duroy est venu sur place. Il s'est installé au village, a interrogé les témoins, les enquêteurs, les proches de la victime. Il a tout noté précieusement, redessinant la nuit du drame. De son enquête, un nom ressort, c'est celui de Didier Gentil. Après tout, c'est lui qu'on aperçoit après 20h30 avec la petite Céline. C'est lui aussi qu'on voit vers le monument aux morts, puis au début du chemin de Sainte-Anne, route qui amène à proximité du torrent du Grand Vallon, là où le corps est retrouvé le lendemain. Et puis à 21h15, le jour du drame, un adolescent a vu un homme au milieu du torrent qui s'aspergeait le visage. Didier Gentil est vu 5 minutes après, seul, près de la fontaine, le pantalon trempé jusqu'aux genoux. Lors de sa garde à vue, il avoue le viol, mais pas le crime, qu'il rejette sur Roman. Bien. Mais où est Roman ce soir-là, entre 21h et 21h15, l'heure probable du crime? C'est tout l'objet de l'enquête de Lionel Duroy. Pour certains témoins, c'est pendant ce quart d'heure que la R5 de Roman arrive au village. On rappelle les faits. Il reste 10 minutes à papoter en terrasse. Il est alors à plus de 500 mètres du lieu du crime. Il quitte le café vers 21h30 et prend la route de sa bergerie sans passer par le village et la fontaine où se trouve Gentil. Les deux hommes ne se sont pas croisés. Et pourtant, Roman a avoué. Pourquoi? La garde à vue? Les pressions des gendarmes? Dès qu'il est devant le juge d'instruction, il clame de nouveau son innocence. Alors, que s'est-il passé pendant cette garde à vue? Lionel Duroy se base aussi sur les résultats du prélèvement anal et vaginal réalisé par les médecins légistes sur le corps de la victime. Et ils sont éclairants. C'est un laboratoire britannique qui est en charge de l'analyse. Les résultats tombent au début de l'année 1989. On retrouve seulement le sperme de Didier Gentil. Et sur le pagne de Roman, également analysé, on ne trouve aucune trace, aucune autre trace que des substances culinaires. Pas de sang, en tout cas. Quelques semaines plus tard, un 6e juge d'instruction, Yves Bonnet, reprend le dossier. Le magistrat interroge de nouveau une quarantaine de témoins, compare lui aussi les déclarations, calcule les distances. Après plusieurs mois d'investigation, il convoque les familles au palais de justice le 22 octobre 1990. Seuls les parents, accompagnés de leurs avocats, sont invités dans le bureau du juge. Dehors, les journalistes attendent la décision avec les autres membres de la famille. Puis Joël Morel, la mère de Céline, sort en larmes du palais. Le grand-père, lui, est foudrage. C'est une honte, je rentre bien où j'ai prêté pour aller prêter le souffle. La justice de française est pourrie. Pourrie. Elle est pourrie, la justice de française. Le juge annonce un non-lieu pour Roman. C'est encore la colère qui submerge la famille. L'oncle jette des pierres sur le tribunal et il se confie au micro de France Inter. Je vais émeuter la France entière, leur dire que c'est une honte la justice française. La justice que nous avons en France, il y a de quoi en avoir honte. Qu'un petit juge de con, il puisse prendre des décisions pareilles, lui tout seul. Alors qu'il nous a dit qu'il le sentait coupable. Mais il a libéré. Alors je dis, pourquoi vous l'avez libéré? Parce que j'ai pas assez de preuves. Voilà. Alors pour quelle raison? Un type seul. Un petit juge, je dirais même. Un petit juge. Pourquoi? Pour moi, c'était qu'un petit juge pour moi. Il se prend la permission de libérer un assassin. J'ai 58 ans et je n'ai jamais vu libérer un assassin de cette envergure avant le procès. Yves Bonnet, le juge d'instruction, fait face à la polémique et assume son choix. Mais les avocats de la partie civile font appel. Un nouveau chapitre s'ouvre. Richard Roman quitte la prison des Baumettes après 27 mois de détention provisoire. Une nouvelle vie commence, celle de l'homme traqué par une famille qui a juré qu'elle aurait sa peau. Un mois plus tard, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix annule le non-lieu du juge Bonnet. Jean-Claude Carrier s'occupe désormais de l'affaire. Un supplément d'information est demandé dans la salle des pas perdus. C'est le soulagement.
Le grand-père de Céline, puis l'avocat du père de la fillette, s'exprime au micro de France 3. On demande un complément d'enquête, il paraît. Je ne sais pas si ça peut donner 2 ans après. Hein? Et l'enquête a été bien menée au départ. On nous a toujours dit que c'était un dossier en béton, et puis on est arrivé à détruire le béton, voilà. S'il s'avère que Roman, par la grâce de Dieu pour lui, devait être tout à fait innocenté parce que, à l'heure exacte de ce crime, il s'avère que des témoignages très puissants puissent l'innocenter, tant mieux pour lui. Ce que recherchent les Jourdan, et notamment le père de Céline Jourdan, dont j'ai la charge des intérêts, c'est la vérité, uniquement la vérité. Richard Roman est toujours inculpé, mais il est en liberté. À la veille de Noël, il est agressé. Certains diront qu'il s'agit du père de Céline, qui passe la quasi-totalité de son temps hors du village à rechercher Roman, dans toute la France. Le 26 avril 1991, le juge Carrier remet Richard Roman en prison jusqu'au procès et sous les huées de la population. Il sort sous les huées, tous attendent désormais son procès. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Richard Roman, notre invité Lionel Duroy, écrivain, ancien journaliste, auteur d'une contre-enquête sur cette affaire publiée dans l'hebdomadaire L'Événement du jeudi. Le procès s'ouvre 1 an plus tard, le 30 novembre 1992, à Grenoble. Il va durer 3 semaines. À 9h, les sirènes hurlantes résonnent dans tout Grenoble. Escorté par des motards, le fourgon cellulaire pénètre dans l'ancien parlement du Dauphiné, devenu palais de justice. La sécurité est renforcée. Aucun débordement ne sera accepté. Les proches de la famille ont épinglé sur leurs vêtements un badge à l'effigie de Céline et une petite phrase « Rendez-moi justice ». Ils sont accompagnés de 7 avocats. Du côté de la défense, on compte 4 robes noires pour Roman. Ses proches également ont fait le déplacement, comme certains membres de son comité de soutien qui luttent pour la reconnaissance de son innocence depuis de nombreuses années. C'est le cas du père Gérard Bouvier. Nous n'avons pas de procès à faire. Nous sommes là pour essayer de défendre quelqu'un. D'abord parce qu'il a le droit d'être défendu et deuxièmement parce qu'il y a de très bonnes raisons de le défendre. Donc nous ne sommes pas là comme des accusateurs mais comme des gens qui sont attentifs pour que malgré tout, et quels que soient les dysfonctionnements éventuels d'une justice qui se débat, eh bien, Richard Roman puisse être défendu et que son innocence soit lentement reconnue, mais certainement reconnue. Didier Gentil, lui, est seul, sans famille, sans comité. À 9h45, le procès débute. Les 2 accusés entrent. Gentil est simplement vêtu d'un survêtement bleu à bandes rouges et noires. Roman, lui, porte un pullover marron et il est de nouveau avec les cheveux longs. On redécouvre 4 ans après le visage de ces 2 hommes que la presse nomma les monstres au lendemain du crime. Comme tout procès, celui-là commence par la biographie des 2 accusés. Gentil est un enfant perdu, abandonné par son père, puis par sa mère. Aux questions, il répond avec une timidité extrême, bégaye un peu, mâche ses mots. Il raconte ses différents foyers, les familles d'accueil, les violences de certaines d'entre elles, ses mauvaises aventures. Sa mère vient à la barre et déclare qu'il n'est plus son fils. De l'autre côté, c'est une enfance heureuse que l'on décrit pour Richard Roman, fils d'un militaire et d'une infirmière. Il a 2 frères, dont l'un est rédacteur en chef de la revue Esprit. Il fait ses études au lycée Voltaire, à Paris, fréquente l'aumônerie, obtient son bac avec mention et poursuit ses études jusqu'à intégrer une école supérieure d'agriculture, à Beauvais. Pourtant, le cheminement de sa vie atypique l'emmène vers d'autres lieux, d'autres choix, qui le poussent à racheter la ruine des plaines, à 5 km de la motte du Caire. Il y élève des chèvres, retape la bâtisse et reçoit des marginaux de passage, cherchant un toit. C'est comme ça qu'il accueille Didier Gentil, en cet été 1988. Il semblait heureux à ce moment-là. Est-il le complice de Gentil ? Tout le procès tourne autour de cette question-là et de la culpabilité ou non de Roman. Alors on l'interroge sur son emploi du temps lors de cette soirée du 26 juillet, puis sur la garde à vue, sur ses aveux. Oui, il a avoué, bien sûr, un court instant, celui de l'interrogatoire chez les gendarmes. À la barre, Christian Julier, le psychiatre, l'enfonce. Il affirme qu'à la fin de la garde à vue, Roman lui a confié, je cite, « Quand on a vu la fille nue, on a perdu la tête ».
7 jours plus tard, le doute est toujours palpable dans la salle d'audience. Les témoins se succèdent, on reconstitue une nouvelle fois le fil des événements. Mais les témoignages sont loin d'éclairer le procès. La confusion sur l'heure d'arrivée de Roman est toujours là. Un mari indique une heure que sa propre femme récuse, par exemple. L'un après l'autre, des membres d'une même famille s'opposent sur les horaires. Alors à chaque témoin, on rappelle les informations données lors de leurs différentes dépositions. Non, décidément rien n'est clair, sauf pour les horaires qui concernent Didier Gentil. Puis, un homme brise la haine collective du village contre Roman. Cet homme s'appelle Christian Sellerier. Il accuse les gendarmes, dont le chef Jean-Jacques Ramette, d'avoir manipulé son témoignage. Lors de sa première déposition, l'heure à laquelle il a vu la R5 descendre les plaines ne concorde pas avec l'accusation. Christian Sellerier est alors convoqué. On lui propose fortement de revenir sur ses propos et d'en modifier les termes. Coup dur pour la famille, l'accusation contre Roman leur échappe. Le lendemain, nouveau coup de théâtre. Gentil craque, avoue et demande pardon à Roman, à sa famille et à la famille de Céline. C'est la stupéfaction. Écoutons les mots de François Foucard, qui couvre le procès pour France Inter. C'est d'abord Gentil qui, dans une longue et confuse déclaration, dit « Je suis sûr que j'ai violé, mais pas tué. Mais je ne sais plus si le nommé Gentil Didier est coupable. Je voudrais savoir la vérité. Je demande pardon à Roman, à sa famille, à la famille de Céline. » C'est donc un demi-aveu, mais il ajoute « Je garderai toujours le souvenir que Richard était présent. » Pour l'avocat général, c'est simple. Puisqu'on lui a présenté un coupable qui semble fabriqué, un excès de zèle qui pourrait déboucher sur une erreur judiciaire, autant sans doute abandonner l'accusation pour Roman. Maître Jurami, revenu à la barre, demande en vain une nouvelle expertise psychiatrique pour Gentil parce que, dit-il, nous allons vers un verdict qui ne satisfera personne. Enfin, c'est la confrontation entre le témoin Sellerier qui confirme que les gendarmes lui ont demandé de modifier son témoignage et le chef Ramette qui affirme « Je suis terrifié d'une telle accusation, elle est fausse ». Il affirme également qu'il n'a pas manipulé l'enquête, pas plus que le gendarme Comandré n'aurait menacé le témoin par téléphone. C'est donc parole contre parole et c'est très troublant. Et pour la famille, c'est un nouveau cauchemar. Depuis 4 ans, les gendarmes, le procureur, les juges, les journalistes ont parlé de 2 assassins. Les preuves matérielles étaient là. Rappelez-vous les propos du procureur Paul Weisbusch le 29 juillet. Il l'avait dit, il y a des preuves matérielles. 4 ans plus tard, il n'y a plus rien, enfin pour l'un d'eux. À la sortie de l'audience, c'est la détresse qui s'exprime, celle d'un père et d'une mère. Le premier comité de soutien qui sort, je l'acclame. Je vous préviens. Je vous préviens. Je suis fatiguée. C'est affreux. On vit toujours ce même cauchemar, ça sera jamais fini. Dernière semaine de procès. Comme on s'y attendait, l'avocat général demande l'acquittement pour Roman. C'est chose faite le 17 décembre. Didier Gentil, lui, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 28 ans. À la sortie du palais de justice, la famille Jourdan se sent flouée, manipulée. La mère ne peut retenir ses larmes et ses cris. Les frères de Gilbert Jourdan, eux, brûlent leur carte d'identité. Céline n'en a rien eu à foutre pendant ce procès, rien. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Céline, là, elle n'y était pas. C'était Romain qu'on défendait, c'était rien d'autre. C'était pas Céline. Voilà, je ne suis plus français. Et je ne voterai plus jamais. J'ai honte. Au même moment à Vars, Richard Roman sort de 4 ans d'accusation, de période d'enfermement, de sévices en prison, de traque, de peur, en un mot de cauchemar. Ce soir-là, il est libre. Complètement démoli socialement, relationnellement, et pour renaître après tout ça. C'est toujours une épreuve, la cour d'assises, mais bon, je me suis présenté librement à Aix-en-Provence. C'était pour être jugé en assises et j'avais quand même confiance qu'un jury populaire arrive à démêler cette vérité. J'étais effondré, c'était un soulagement. Maintenant, je ne sais pas trop ce que je vais faire, je n'ai pas de projet immédiat. Vous espérez un jour pouvoir convaincre les parents de Céline? Je crois que c'est à leurs avocats d'être courageux et de leur dire la vérité. Est-ce que dès le départ, vous pensiez que vous alliez être acquitté ou non, vous étiez condamné d'avance?
moi j'allais en confiance à cette cour d'assises. C'est toujours très difficile et très éprouvant. En fait, il ne lui reste que quelques années à vivre. Richard Roman est retrouvé mort chez lui le 23 juin 2008 après avoir absorbé et mélangé des médicaments et de la drogue. Affaire sensible sur France Inter aujourd'hui, l'affaire Richard Roman. Bonjour Lionel Duroy. Bonjour. Vous êtes en direct des studios de France Bleu Avignon, que nous remercions pour cet accueil. Oui. Alors, je rappelle que vous êtes écrivain. Votre dernier ouvrage s'intitule Échappé, chez Julliard. Mais c'est, si vous le permettez, pour votre seconde casquette que vous êtes aujourd'hui avec nous, celle d'ancien journaliste. On l'a rappelé dans le récit, vous êtes l'auteur de la première contre-enquête sur cette affaire, publiée en 90 dans l'événement du jeudi. Si vous avez enquêté, c'est que le dossier d'accusation ne vous paraissait pas très clair. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille ? C'est d'abord la colère collective de toute la presse contre un homme. C'était démesurément haineux, cette affaire. Et j'ai 4 enfants. Je mesurais parfaitement la souffrance des Jourdans. Je peux véritablement mesurer quel effondrement c'est de perdre un enfant dans de telles conditions. Mais les déchaînements de haine qu'on lisait dans la presse, les titres, mais c'était abominable. Ça ressemblait vraiment à du lynchage, que j'entendais tout à l'heure Henri Leclerc dire ça. En fait, j'ai appelé Henri Leclerc parce que je l'avais entendu dire qu'il y avait de gros doutes sur ce dossier et je lui ai dit que je souhaitais m'installer dans le village et mener une enquête pour comprendre ce qui s'était passé. Bon, si les 2 accusés étaient effectivement coupables, eh bien je l'écrirais. Mais j'allais prendre le temps d'enquêter. Alors, comment s'est passée cette enquête ? Je veux dire, comment vous avez été reçu, j'imagine pas avec des corbeilles de fleurs, de la part des gens du village, parce qu'il y avait une haine collective. Enfin, on l'a raconté et vous avez pu la mesurer. Elle n'était pas du tout dirigée contre les journalistes à l'époque. Donc, moi, j'arrive très tôt dans l'affaire. Je peux m'installer à l'hôtel. L'ensemble du village est persuadé que l'ensemble de la presse soutient l'accusation. Peut-être je la soutiendrai si les preuves me le montrent. En tout cas, à ce moment-là, je suis pas du tout mal accueilli. Je rencontre Monsieur Jourdan dans son café. Je rencontre tous les témoins. Ce qui apparaît assez vite, vous parliez tout à l'heure dans la belle rétrospective que vous avez faite de l'affaire de ce témoin Sellerier. En fait, assez vite, on s'aperçoit que les témoins ont tous changé l'heure à laquelle ils ont vu Richard Roman au fil de l'accusation. Et c'est très intéressant parce que dès qu'on commence à tirer le fil, on s'aperçoit que si on s'en tient aux premières heures qu'ont donné tous ces témoins à la gendarmerie, puis au juge d'instruction, toutes les premières heures qu'ils ont données, chaque fois en expliquant, vous savez, j'ai regardé ma montre à ce moment-là, je suis donc certain. Et donc, ils donnent cette heure dans les premiers témoignages. Eh bien, si on garde toutes les heures dites dans les premiers témoignages, quand les mémoires sont encore fraîches, il est évident que comment il s'appelle, Roman n'est pas sur place, que Roman n'est pas arrivé. Donc, et ça c'est passionnant parce que c'est vraiment le début de mon enquête. Ensuite, je revois tous les témoins et je m'aperçois qu'effectivement, soit on leur a demandé de changer l'heure un peu en leur expliquant c'est pas possible, vous devez vous tromper, soit ils ont eux-mêmes changé l'heure, proposé de changer l'heure en disant on a dû se tromper, puisqu'ils sont intimement persuadés que Richard Roman est coupable. Alors justement, donc vous ajoutez à ça le fait qu'il y a 3 ou 4 juges d'instruction dans l'affaire et qu'à la fin la justice est complètement perdue sur ce dossier. Et vous avez, on arrive au bord de l'erreur judiciaire catastrophique. Alors, Lionel Duroy, je vois ce que vous dites montre, comme dans d'autres affaires criminelles d'ailleurs, que tout peut se jouer et se joue souvent lors de cette période de garde à vue. On va écouter ensemble un extrait de l'entretien qu'avait accordé Henri Leclerc au micro de Laure Adler pour l'émission Hors Champ sur France Culture en 2009, où il revient justement sur cette problématique de la garde à vue. J'ai souvent des gens qui ont avoué, qui sont venus sur leurs aveux. Des fois, ce n'était pas très convaincant, mais des fois, c'était très convaincant, et des fois, vraiment, c'était des innocents. Mais il y a surtout la conviction de ceux qui interrogent. Là, nous étions, par exemple, dans cette affaire, dans une situation absurde. Le procureur de la République avait confié l'enquête aux gendarmes du village. Chacun sait que les gendarmes du village sont des gens qui sont les premiers bouleversés, c'est des gens de la famille. Et donc, il y avait une tension, une violence, et celui qui est interrogé sans relâche, qui est soumis aussi à des violences en ce qui concerne Richard Roman, du moins l'a-t-il dit, et je le crois,
Et il est entendu une nuit entière. Il y a un procès verbal qui commence à 19h du soir et qui se termine à midi, et qui ne fait qu'une page. C'est vous dire les pressions qu'il a pu subir. Et puis il y a l'aveu. Dans l'affaire Richard Roman, il y a quelque chose que nous avions découvert, qui était quand même extraordinaire. C'est que, en cours de journée, les gendarmes du village ont été remplacés par des gendarmes de la section de police judiciaire d'Aix-en-Provence. Et Richard Roman disait jusque-là des choses exactes. À partir de ce moment-là, il dit des inexactitudes. Il place le corps du mauvais côté, des choses comme ça. Et quand on entend les gendarmes à l'audience, on dit mais comment ça se fait ? Et tout benoîtement, ils disent mais nous n'étions pas allés sur les lieux. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui avoue des choses que les gendarmes savent déjà. Alors, Lionel Duroy, je voudrais lire un extrait de l'interview que vous avez réalisée de Richard Roman. Elle était publiée en janvier 1993, c'est bien cela ? Oui, et alors, absolument. vous lui posez deux questions, à la fois sur la garde à vue et sur la prison. La prison, on verra un peu plus tard. Sur la garde à vue, je lis un extrait de ce que vous a dit Richard Roman, parce que c'est vraiment saisissant. Ils m'ont mis à poil, ils m'ont coupé les ongles, les poils du pubis pour des prélèvements. Un médecin est arrivé, devant les gendarmes, il m'a fait un toucher rectal. J'ai pas bien compris à partir de quel moment les gendarmes m'accusaient. Tout ce temps-là, je suis resté dans l'effroi, donc je me suis rhabillé, ils m'ont mis les menottes, ils m'ont attaché au mur. La seule explication, dit Richard Roman, que je trouvais, c'était éventuellement une crise de somnambulisme le soir, après être rentré à la bergerie. Alors, je me répétais, et je leur répétais, si vous êtes tous d'accord, c'est que je devais y être. Ça a duré quelques heures, explique Roman, où j'ai été dans leur sens et je me suis vu coupable. Voilà ce qu'il vous disait. C'est ça la mécanique qui peut être perverse d'une garde à vue, parce qu'elle ne se passe pas toute comme ça, heureusement. Après sa sortie de prison, je l'ai rencontré clandestinement parce qu'il était menacé de mort. J'ai voulu comprendre dans quelles conditions il avait pu avouer. Et j'ai compris, en fait. J'ai compris parce que si on lui donnait le temps d'expliquer à Richard, on comprenait ce qui s'était passé. Il dit, quand j'ai appris que la petite fille avait été tuée, ça m'a donné un tel choc, alors que je priais tous les jours, je me suis mis à douter de la religion, à douter de la foi. Je me suis dit, si Dieu laisse faire ça, alors à quoi ça sert de prier ? Et ensuite, il m'a dit la chose suivante que je vous lis, ça fait quelques lignes. La garde à vue a commencé à 15h. Je suis resté attaché toute la nuit. En fin de matinée, après 20 heures de garde à vue, le chef Ramet s'est trouvé seul avec moi. Alors il a essayé de me faire répéter mot à mot. Il disait « J'ai pris la voiture jusqu'à la Maison Blanche. Là, j'ai fait monter Céline et Didier Gentil. » Je ne répétais pas. À un moment, il a dit « Je demande pardon à Dieu devant la mère de Céline. » Et là, j'ai cédé. Dans sa bouche, c'était pervers. Mais en disant cela, il me rétablissait dans ma foi. J'ai répété « Je demande pardon à Dieu. » Ce n'était pas un aveu pour moi. C'était très sincère de ma part. Un prêtre aurait pu me le faire dire en toute bonne foi. Après, j'ai perdu les pédales. Il a dit « J'ai tué, j'ai violé » et j'ai répété « J'ai tué, j'ai violé ». Par épuisement sans doute. Tout de suite, il a téléphoné au procureur Westbuch. Il lui a dit « Roman vient d'avouer ». J'ai hurlé dans le bureau « C'est faux, c'est faux ». Alors, est-ce que vous avez rencontré, pendant votre enquête, le chef Jean-Jacques Ramet ? Est-ce que vous lui avez demandé pourquoi ça s'est passé comme ça ? Et surtout, qu'est-ce qu'il a dit ? Oui, je l'ai rencontré longuement. Il faut comprendre que les gendarmes, ils étaient sidéré de douleur, en fait. Et je l'ai compris, et pareil pour le procureur Westbuch que j'ai rencontré aussi. Les gens qui ont vu le corps de cet enfant ont véritablement perdu la tête. Et je le comprends. C'est-à-dire que j'ai vu le chef Ramet longtemps, il était sous le coup de cette vision et il avait complètement perdu les pédales. Et j'aurais fait la même chose, je pense. N'importe qui aurait été dans le même état. Et c'est pour ça qu'une enquête doit être évidemment menée par des gendarmes d'ailleurs. Certainement pas par les gendarmes d'un village comme ça qui connaissaient cet enfant. Donc Ramet, qui avait déjà depuis longtemps Roman dans le nez, parce que Roman roulait dans une vieille 403 sans plaque d'immatriculation, qu'il était totalement hors société, ce Richard Roman, donc il exaspérait les gendarmes. Il y a un lien ensuite très rapide qui est fait. Roman, il est homosexuel, il le dit dans l'entretien que j'ai mené avec lui par la suite. Il est donc repéré par les gendarmes comme quelqu'un d'anormal, de déviant sexuel, et ensuite le saut se fait très vite entre l'image de cet enfant massacré et l'image qu'ils ont, eux, les gendarmes, de Richard Roman. Bien sûr.
C'est le problème, et l'un des grands éléments de ce problème et de cette histoire. Richard Roman est une sorte de martyr, hein, quand même, pendant ces années. On y reviendra tout à l'heure, notamment avec l'épisode de la prison. On y reviendra après avoir écouté The LA's. Lionel Duroy, vous expliquiez tout à l'heure que les gendarmes avaient Richard Roman dans le nez, hein, à cause de sa façon de vivre. Est-ce qu'il y a aussi une dimension sociologique du genre? Qu'est-ce que c'est que ce type qui vient de Paris, qui vit pas comme nous qui sommes d'ici? Est-ce qu'il y a cette dimension-là aussi, par rapport à la population? Oui. Elle est très présente, cette dimension-là. Et quand on entendait le chagrin tout à l'heure des parents de Céline, elle est présente parce que on comprend bien que pour les parents de Céline, un accusé comme Gentil, ça fait pas le poids par rapport à leur douleur. Gentil, c'est un pauvre type. Il a été élevé, vous l'avez dit, à la DAS, il sort de rien. Il est limite de la débilité. Il a plus de dents à 30 ans. Son image est vraiment pitoyable. Et en plus, il est très connu du grand-père de Céline, c'est-à-dire qu'il est tout le temps dans le café. Donc il y a une espèce de culpabilité de la part du grand-père qui s'étend à toute la famille, à toute la famille de Céline, de dire on a donc reçu pendant des semaines ce type qui a assassiné notre enfant. Voilà, il y a ces deux dimensions très importantes. Et à côté, il y a Richard Roman, fils d'officier, fils d'infirmière, d'une famille très bien éduquée, lui-même très bien élevé, qui évidemment est un coupable beaucoup plus adapté à la souffrance des parents. Parce que lui, au moins, il mérite une punition. Quand on voit Gentil, on se dit, pourquoi punir ce type? Il est pratiquement pas capable d'aligner 3 phrases cohérentes. Vous comprenez, c'est ça aussi qui se joue. C'est-à-dire, ils ont vraiment besoin d'un assassin qui soit à la mesure de leur douleur. C'est très clair. Alors quand vous l'avez rencontré, donc il vous a raconté ses conditions de détention. Alors là encore, je lis 1 ou 2 extraits de l'interview que vous avez publié dans l'événement du jeudi en ce mois de janvier 1993. Vous lui posez la question, vous lui dites, en sortant de chez le juge, on vous a conduit au Baumette, la prison de Marseille. Oui, répond-il. Après 50 heures sans dormir, arrivé au Baumette, on nous a conduits, Gentil et moi, dans un hall. 2 surveillants nous ont mis des claques et des coups de poing pour nous faire tomber. Après, ils nous ont conduits à l'infirmerie, à 4 pattes. Oui, à 4 pattes. On devait aboyer comme des chiens. Ils avaient menacé de nous tuer si on regardait l'infirmière dans les yeux. On avait les yeux pleins de sang, le nez, la bouche aussi, la tête tuméfiée, énorme. Je crois qu'on était méconnaissables. Et il donne ce détail terrible. Il dit, les gardiens m'ont pris la tête, ils me l'ont mise dans les lunettes des toilettes et on n'avait pas tiré la chasse d'eau avant. J'imagine que c'est un homme brisé que vous avez rencontré, ou avait-il commencé à se reconstruire déjà un peu? Je pense qu'il est resté brisé, Richard Roman. Il était menacé de mort en permanence, pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'on était resté en contact. J'aime beaucoup sa mère, qui est une femme vraiment très humaine, très charmante, qui était douloureusement atteinte par ce qui est arrivé à son fils. Je pense que cette affaire a totalement brisé la vie de Richard Roman et qu'il ne s'en est jamais remis. Alors, l'autre grand moment fort, évidemment, de cette affaire, c'est le procès. Vous n'avez pas assisté au procès? J'ai pas assisté au procès parce que j'étais menacé de mort par la famille qui m'avait envoyé un cercueil. Et j'ai assisté une fois à un début d'audience devant le palais de justice. Il y a un homme qui est arrivé en courant et qui m'a dit « Partez, ils arrivent, ils vont vous tuer, ils vont vous massacrer ». Donc je suis parti parce qu'il m'aurait probablement tabassé, mais je trouvais que c'était vraiment pas la peine d'ajouter une affaire à une affaire aussi dramatique, quoi. Vous imaginez, c'est-à-dire prendre la vedette d'une affaire comme ça parce que vous vous faites massacrer par la famille comme ils ont massacré Henri Leclerc. Enfin moi, j'aime Henri Leclerc comme c'est un ami pratiquement. Voir la façon dont ils l'ont massacré le jour de la reconstitution dont vous parliez, où il est sorti en sang de ce café torse nu, c'était vraiment effrayant. Alors, l'un des moments forts du procès, c'est la déclaration de Didier Gentil, où il demande pardon. C'est ce moment qui renverse totalement l'avocat général, les journalistes, puis les jurés. Alors, pour l'acquittement de Roman, un seul n'y croit toujours pas, c'est le père de Céline, qui en parle dans le docufiction intitulé « Rendez-moi justice », réalisé par Denis Granier-Defer, qui revient sur ce procès en 2007. On l'écoute ensemble. On reprend une audience, Gentil rentre, il reste debout. Tout le monde s'assoit, il reste debout. Le président lui dit « Monsieur Gentil, vous avez quelque chose à déclarer, je crois ». Donc c'était tout préparé. C'est l'avocat François Saint-Pierre qui lui a fait dire
il était tout seul. Alors pendant 4 ans, il était en prison. Il a toujours dit que Roman était avec lui. Et 4 ans après, au procès, il dit ah ben finalement, j'ai peut-être rêvé. Roman était peut-être dans ma tête. J'étais peut-être tout seul. Je demande pardon à Richard Roman. Je demande pardon à Céline, à ses parents. Il s'est rassis. L'autre, il s'est levé à côté, il a dit j'accepte le pardon de Didier Gentil, mais il avait que ça à faire. Il venait d'y sauver 30 ans de prison. Il avait que ça à faire. Vous avez suivi donc le procès à distance, mais j'imagine que vous l'avez vraiment suivi de très près. Quels sont vos souvenirs de ce moment-là ? Moi, ce qui me consterne, en fait, c'est le chagrin et la colère des parents qui demeurent intacts, comme si il fallait absolument qu'ils continuent à croire que Roman est coupable. Je ne sais pas comment faire pour faire entendre à ces gens-là que Roman est innocent, véritablement innocent, que jamais je n'aurais défendu un tueur d'enfants, et que la justice pareille. Donc, comment on peut faire à un moment pour faire entendre raison et essayer d'aller au-delà de la souffrance pour que les parents de Céline comprennent que Richard Roman n'a pas tué leur enfant. C'est ça qui reste comme une plaie béante dans cette affaire, en fait. Vous dites comment faire, mais évidemment, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. Je suppose que si je l'ai rencontré, à un moment, Maître Collard, qui était leur avocat, m'avait demandé de le rejoindre confidentiellement. Il m'a dit, je voudrais vous faire rencontrer la famille, qu'on arrive quand même à leur faire admettre les choses. Et il y avait une telle violence dans cette confrontation. C'est pas possible. Je sais pas comment faire. Enfin, moi, je suis retourné, bouleversé de revenir dans cette affaire aujourd'hui et de voir que tout est demeuré à vif. Lionel Duroy, il y a une espèce de mythe autour des journalistes. On dit qu'ils doivent garder la distance, les émotions, c'est fou. Les journalistes sont des êtres humains. Il reste quelques secondes. Qu'est-ce que vous gardez, vous, comme trace intime de ce travail que vous avez fait ? Exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire je me suis toujours défendu contre la fameuse impartialité. Je pense que les journalistes sont toujours concernés par les sujets qu'ils traitent et que donc ils y mettent aussi leur passion, leurs sentiments, leurs émotions. Voilà. Leur part d'humanité. Pardon, je vais vous dire au revoir un peu brutalement parce que la radio c'est une histoire d'horaire. Merci en tout cas pour la précision et la sincérité de votre témoignage. Au revoir. Merci. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, l'affaire Richard Roman.